Bonjour, bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez, et bienvenue sur ce webinaire de l'OMS pour TechNet. Aujourd'hui, nous allons parler des vaccins de rattrapage à nouveau et nous allons entendre des points de vue de 5 gros pays où il y a eu un grand rattrapage. Vous pouvez écouter cette session en anglais, en français et en arabe. Pour ce faire, veuillez cliquer sur l'icône globe que vous devriez voir sur votre fenêtre Zoom et sélectionner la langue dans laquelle vous aimeriez écouter cette session. Si vous ne voyez pas le globe, appuyez sur les 3 petits points et peut-être que vous verrez l'icône à cet endroit. Nous serions ravis de savoir qui est avec nous aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, ainsi que votre nom. Et vous pouvez également utiliser le chat si vous avez besoin d'assistance technique. Si vous avez des questions, nous aimerions que vous utilisiez la boîte de questions et réponses. C'est plus pratique car comme ça, toutes les questions sont centralisées à un seul endroit. Les questions et réponses sont disponibles en bas de votre fenêtre Zoom également, donc vous pouvez utiliser cette icône. Nos présentateurs répondront à vos questions à l'écrit pendant la session et nous allons répondre à certaines questions de façon orale ou verbale après la présentation. Enfin, cette session est enregistrée comme d'habitude et nous allons partager avec vous. Nous allons vous envoyer le lien vers un enregistrement ainsi que les diapositives par écrit. J'espère que vous allez apprécier cette session et je vais passer la parole à Daniela. Merci Alex, merci à toute l'équipe TechNet pour votre soutien. Bienvenue tout le monde. Bon après-midi, bonne journée, d'où que vous nous rejoignez. Bienvenue sur cette session sur le vaccin de rattrapage. Et nous allons voir 5 études de cas sur des pays du rattrapage. Je suis Daniela Rodriguez, je suis scientifique pour la recherche système. Je suis basée avec l'OMS. Je vais être votre hôte aujourd'hui et je vais vous rappeler de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je vais faire une introduction brève de nos présentateurs et ensuite nous allons parler du problème et parler des études de cas. Ensuite, nous allons parler des conclusions que les 5 études de cas dans les 5 pays ont été, quels ont été les apprentissages. Et ensuite, nous allons ouvrir la période de questions et réponses. Comme Alex l'a dit, nous vous encourageons à mettre vos questions dans la boîte de questions et réponses. Ensuite, nous aurons quelques remarques de fermeture. Avant de commencer, nous aimerions savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Vous devriez pouvoir voir un sondage qui vous demande de quelle région vous nous rejoignez aujourd'hui. En partie, on veut savoir non seulement qui est là, mais qui veut écouter les conclusions de ces 5 cas. Même si certaines choses sont spécifiques à certains contextes, à certains systèmes, il y a d'autres choses que nous pouvons transférer. Nous avons plus de 100 personnes en ligne, donc nous avons hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Nous avons 70% de participation, il y aura peut-être encore plus de personnes qui vont rejoindre. Et donc sur ce, je vais partager avec vous que la plupart des participants aujourd'hui nous rejoignent d'Afrique. Nous avons pas mal de personnes qui nous rejoignent d'Europe également. Je sais que certains d'entre nous sont basés à Genève. Enfin, il y a quelques personnes des Amériques et d'Asie du Sud-Est. Donc, sur ce, laissez-moi vous présenter cette initiative en général. Le but de ces études de cas, c'est d'étudier les apprentissages du grand rattrapage. Les efforts de rattrapage qui ont été faits ont été exacerbés depuis la COVID-19. Ce travail représente une alliance entre des systèmes de recherche et le département d'immunisation à l'OMS avec un soutien financier très apprécié de la part de Gavi. Donc voici les 5 pays dont nous allons parler aujourd'hui. Nous avons l'Université du Nigeria. Nous avons le Cameroun avec l'équipe de Levi HDF. Les- Ensuite, nous avons la République Tanzanie, l'Université catholique de sciences alliées et de l'intelligence.
Au Yémen, la Fondation pour le développement et en Pakistan, le Centre de la recherche économique et RAIN. Nos présentateurs aujourd'hui incluent une- un éventail de diverses personnalités, comme vous pouvez le voir ici. Nous allons entendre déjà Ariel Higginstein, qui travaille au siège de l'OMS, et spécifiquement sur la supervision de l'apprentissage et pour le grand rattrapage. Nous allons entendre parler de Fiora Ngako pour le Cameroun, qui est un agent de recherche qui aide les études de cas, et également un candidat à un PhD, un doctorat à l'université de Yaoundé, qui se spécialise dans le développement social, l'équité entre les genres et la santé publique. Nous allons avoir Chisom Bidjef pour le Nigeria, qui va représenter son équipe, mais Mademoiselle Bidjef avait eu une urgence familiale. Mais donc, nous allons avoir Dr. Jenny Okeke, qui est professeur du groupe de recherche politique à l'Université du Nigeria et qui va présenter leurs conclusions, qui fait aussi partie de cette équipe. Ensuite, pour l'équipe du Pakistan, nous allons entendre Maki Ahmed pour le Centre de la recherche économique, qui est un consultant en gestion, en particulier sur les développements mondiaux. Il a travaillé avec des consultants chez des chercheurs en stratégie. Il y a beaucoup d'expérience sur la gouvernance, la protection sociale et la santé et le développement économique. En fait, en Tanzanie, nous avons le professeur Steven Mshana, qui est professeur de microbiologie de maladies infectieuses à l'Université catholique pour les sciences, qui est également un consultant, un microbiologiste consultant. Il a servi plusieurs communautés en Tanzanie, ministère de l'Éducation, ministère de la Santé. Actuellement, il est également président au niveau du groupe de conseil pour la Tanzanie. Nous avons Dr. Sheikh Assoteri, qui est professeur assistant de microbiologie et d'immunologie à la faculté de médecine et de sciences, ainsi que chercheur au FDHD. Et enfin, Stéphanie Cheniel de l'OMS, qui est agent technique dans le programme de renforcement de l'immunisation pour les vaccinations sur toute la durée de vie, ainsi que l'intégration des services d'immunisation dans d'autres interventions de santé. Sur ce, je vais maintenant passer la parole à Ariel Higginstiel pour parler de définir le problème et d'expliquer le comment du problème. Ariel, c'est à vous. Fantastique, merci beaucoup Daniela et bonjour. Je suis ravie de voir autant de monde ici aujourd'hui. Dans cette section, je vais résumer le contexte et les méthodes pour ces 5 études de cas du grand rattrapage. Donc, en 2020 et 2021, nous avons vu la pire couverture vaccinale que nous avions vue depuis 30 ans au niveau des programmes d'immunisation mondiaux, ce qui fait qu'il y a eu de grosses lacunes au niveau de l'immunité dans divers pays et régions. C'est, vous pouvez voir ici un petit peu d'une étude qui a été faite et qui montre la magnitude par laquelle les programmes d'immunisation dans les pays et les régions et au niveau mondial ont été affectés. Donc, en réponse, en avril 2023, une initiative mondiale a été lancée par le programme d'immunisation 2030 pour réparer ces lacunes qui ont été causées pendant la COVID-19. L'objectif principal ou le but principal était d'atteindre et de vacciner les enfants sous-vaccinés ou non vaccinés jusqu'à au moins l'âge de 5 ans. Il y avait 3 objectifs primaires à cette initiative. Déjà, rattraper les enfants, en particulier les enfants qui ont été manqués pendant la période de pandémie, et de fournir tous les vaccins manquants à ces enfants. Deuxièmement, c'était de restaurer le taux de couverture pour cette cohorte au niveau pré-pandémie au moins, et enfin de renforcer et d'améliorer la résilience des programmes et d'accélérer justement pour pouvoir atteindre tous les enfants en zéro dose pour atteindre les objectifs 2030. Donc, le travail du rattrapage est enraciné dans une théorie du changement qui doit vraiment être considérée au niveau du pays. Donc, on peut voir qu'il y a des activités pays, des activités intermédiaires, mais également des activités sur le plus long terme.
Il y a des activités qui sont un peu différentes, mais la thématique reste la même sur tous les pays. Nous avons un plan en place avant l'initiation. Il y a des financements qui doivent être reprogrammés pour pouvoir atteindre ces enfants plus âgés. Il y a des vaccins supplémentaires qui doivent être fournis pour atteindre ces enfants, ainsi qu'un soutien technique, une assistance technique. Toutes ces activités différentes ont mené à la mise en œuvre de différents résultats qui ont été de vacciner les enfants de 12 à 59 mois, réduire le nombre d'enfants zéro dose ou sous-immunisés, et dans l'idéal d'avoir des résultats sur le long terme, comme renforcer donc la plateforme pour les enfants de moins de 5 ans. Il y a plus de détails ici, mais vous pouvez voir que c'est une théorie du changement qui ont été utilisés dans les études de cas. Donc, quand on arrive à ces objectifs spécifiques des études de cas, il y a 4 catégories. Donc, tout d'abord, pour comprendre la planification et la supervision du rattrapage, d'identifier les enfants sous-vaccinés et non vaccinés, les aspects d'intégration, explorer l'intégration et l'institutionnalisation des activités de rattrapage dans l'immunisation de routine et dans les services de santé primaire. Comprendre les facteurs d'influence, les facteurs qui contribuent à l'existence continue des individus qu'on n'a toujours pas atteints malgré tous les efforts, et comprendre que cela fait partie de ces études de cas, mais également renseigner les décisions pour de meilleures stratégies afin de répondre aux lacunes et qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient laissés en arrière. En termes de méthodes pour ces études de cas, les études les équipes de recherche dont nous allons entendre parler aujourd'hui, nous avons utilisé des outils qui sont adaptés au contexte de divers pays avec des traductions dans les langues appropriées. Vous pouvez voir ici que ces méthodes mixtes, quantitatives, des données quantitatives et qualitatives de sources primaires et secondaires, sont utilisées dans divers pays. Des méthodes multiples ont été utilisées pour que les pays pour des conclusions plus robustes. Désolée, je viens de me rendre compte que j'ai passé une diapositive, je vais y revenir. Et ça, c'est juste pour que les études de cas soient vraiment enracinées dans le cadre de travail plus large de cette approche. Nous avons anticipé qu'il y aurait un certain nombre de défis du fait de la nature et de la complexité et du fait des difficultés à atteindre des enfants plus âgés, et donc un des aspects clés. Les différentes méthodes qui ont été utilisées, une des méthodes très importantes, ce qu'on a entendu des pays aujourd'hui, ce sont ces études de cas qui nous permettent de regarder le contexte pays, les expériences positives et les défis auxquels les pays sont confrontés. Donc, sur ce, je vais m'arrêter donc sur pour ma section pour ces études de cas. Donc, toutes les études de cas ont reçu une approbation éthique selon leur contexte. Il y a eu un certain nombre de divers aspects pour s'assurer que la protection des données soit effective également. Donc, je vous remercie et je redonne la parole à Daniela. Merci, Ariel. Donc, sur ce, nous allons passer aux conclusions des pays et nous allons commencer avec notre présentation du Cameroun. Un moment. Donc, nous allons commencer avec la présentation du Cameroun. Donc, Victoria, est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo et allumer votre micro? Merci, Madame Daniela, pour la parole donnée. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Victoria Ngako, membre de l'équipe de recherche pour EVIDAF, dans le cadre de l'étude de cas du Bicatop au Cameroun. Et j'ai le plaisir de partager avec vous les résultats marquants de cette grande campagne de rattrapage de vaccination. Le Cameroun, tout comme de nombreux pays, faisait face à un double défi de vertu vaccinale. La présence d'enfants dits zéro dose d'une part, soit 299 654 enfants recensés, et celle d'enfants sous-vaccinés, soit 231 295 enfants recensés. Pour y répondre, le pays a bénéficié du financement de l'Alliance Gavi pour la mise en œuvre du BICATOP.
Cette campagne de rattrapage vaccinal s'est déroulée sur l'étendue des 10 régions du pays avec une sélection de 80 districts prioritaires dans un contexte marqué par d'importantes disparités régionales, des zones difficiles d'accès et parfois une situation sécuritaire fragile. Grâce à cette initiative du Big Ketchup au Cameroun, les résultats cumulés du premier au troisième tour montrent une avancée concrète, soit 30,6% des enfants de 12 à 59 mois précédemment non vaccinés ont été rattrapés sur l'étendue du territoire camerounais. Comment le Cameroun a-t-il atteint ce résultat? Il s'est adapté à des réalités de terrain. Il s'est adapté à des réalités de terrain. Les besoins différents d'une ville à une autre, d'une région à une autre, notamment dans les zones rurales reculées et les régions en proie à l'insécurité. Le pays a donc déployé un éventail de stratégies. Les stratégies postes fixes dans les formations sanitaires dans toutes les régions, les postes fixes temporaires qui s'adaptaient en fonction des réalités de chaque localité. Dans certaines zones, nous avons des postes fixes temporaires dans les chefferies, notamment dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, dans les marchés, dans les écoles. Dans les sites plus difficiles d'accès, comme à l'île, dans les îles, comme notamment Manuka, la stratégie du porte-à-porte a été la plus déployée. Quelles sont les leçons clés de l'expérience camerounaise? Plusieurs leçons ont été tirées du Cameroun, sauf que 3 ont été les plus importantes et les plus marquantes que nous allons déployer ici. La première leçon, l'importance d'un cadre politique existant et volontaire, un cadre politique solide et volontaire. Le Cameroun dispose d'un plan national de rattrapage adopté en 2021 qui a donné une légitimité et une orientation claire à la campagne. La deuxième leçon que nous avons tirée du Cameroun est un engagement communautaire bien marqué. Il s'est présenté non pas comme une option, mais comme une condition de succès. Les agents de santé communautaires, les leaders traditionnels et religieux ont été des relais de confiance décisifs pour atteindre les familles et désamorcer les réticences. La troisième leçon capitale, le numérique est un accélérateur. Le Cameroun a mobilisé plusieurs plateformes numériques, notamment la plateforme IAZO, la plateforme DHIS2, ODK, Cameroun Collect et même Comcare. Chacune de ces plateformes ont joué un rôle capital dans la mise en œuvre des activités et le suivi. Les activités ont été suivies en temps réel, la micro-planification a été agile et était fondée sur les données à tout moment. L'enjeu désormais au Cameroun est l'institutionnalisation de ces acquis dans la durée. Rappelons au préalable que l'institutionnalisation n'est pas la fin de la campagne, mais le début d'une vaccination routinière plus inclusive et résiliente, capable d'atteindre durablement chaque enfant partout sur le territoire camerounais. Dans cette mouvance de pérennisation, quelles sont les priorités pour une institutionnalisation réussie au Cameroun? Quelles priorités ont été identifiées? La première priorité, une intégration budgétaire nationale via le budget de l'État. Nous savons tous ici que le Big Catch-up bénéficie d'un financement qui est ponctuel. Après la fin de ce financement, que devient la couverture vaccinale au Cameroun? Il est nécessaire et il est même indispensable que une intégration budgétaire soit faite dans les planifications budgétaires du Cameroun. Il est également important que les stratégies mobiles soient pérennes. Le Cameroun, comme on l'a mentionné tout à l'heure, a des zones très difficiles d'accès. Et également, il y a une insuffisance de formation sanitaire dans certaines zones et même parfois d'absence. Ce qui fait que pour pouvoir atteindre durablement les enfants zéro dose ou sous-vaccinés, il faudrait que les stratégies mobiles soient pérennisées. La troisième priorité ici, c'est la formation et la motivation continue des agents de santé communautaire qui jouent un rôle central dans l'adhésion vaccinale des populations. Nous avons également les leaders traditionnels et religieux qui doivent être intégrés à tout temps dans le système de santé camerounais. Nous marquons également un point d'ancrage sur la chaîne de froid et logistique qui doivent être renforcés, notamment dans les zones reculées et en contexte d'insécurité. Les zones reculées ont ceci de particulier que généralement, elles n'ont pas un système d'approvisionnement en électricité.
Et il faudrait à chaque fois renforcer cette logistique-là et s'assurer que les vaccins ou les antigènes sont conservés dans de bonnes conditions. Une autre priorité à prendre en compte est celle de la gestion des rumeurs et une communication ciblée. Chaque zone a ses réalités et on devrait adapter la communication en fonction des réalités de chaque localité. Pourquoi ne pas communiquer en langue locale pour certaines zones où la langue française n'est pas du tout accessible pour la langue anglaise? Nous avons également l'harmonisation du système des données pour pouvoir mieux gérer les données qui sont collectées sur les différentes zones. On devrait, on devrait harmoniser ce système de gestion des données, notamment dans les zones qui ne sont pas couvertes par l'électricité. Les plateformes numériques sont certes une aubaine ou alors soit certes une priorité, un catalyseur, mais elles devraient prendre en compte également les zones qui ne sont pas couvertes par l'électricité. Comme énuméré si haut, le Cameroun dispose d'atouts solides pour transformer le Bicatop en une composante pérenne de son système de santé. Une volonté politique est marquée, des partenariats opérationnels avec les acteurs de la société civile sont également connus, des outils numériques de base et un ancrage communautaire solide. L'opportunité est là, passer d'une campagne ponctuelle à un système résilient et inclusif. En résumé, l'expérience camerounaise pour que chaque enfant, où qu'il soit au Cameroun, ait accès à la vaccination, pas seulement pendant une campagne, mais tout au long de sa vie. Je vous remercie pour votre attention. Merci Victoria, merci beaucoup pour ces conclusions sur le Cameroun. Sur ce, nous allons repasser la parole maintenant à Dr. Ochino Keke, qui fait partie du comité de recherche au Nigeria, à l'Université de médecine. Oui, bonjour tout le monde. Je suis ici pour faire une présentation de la part de mon équipe et de présenter les conclusions du grand rattrapage au Nigeria, où nous avons travaillé au niveau infranational. Donc, nous allons maintenant voir comment le grand rattrapage a fonctionné, comment nous avons atteint comptons atteindre les enfants de façon durable. Donc, au Nigeria, nous avons environ 2,1 millions d'enfants zéro dose, avec une couverture immunitaire de 53%, selon ce que nous avons vu en 2023-2024. Donc, les efforts d'intensification cherchent à atteindre et à vacciner tous les enfants non vaccinés et sous-immunisés jusqu'à l'âge de 5 ans. Le grand attrapage a été mené sur 200 zones priorisées dans 30 États sur tout le territoire du pays. Et donc, ça a été jusqu'à avril cette année. Nous avons commencé en décembre 2024 jusqu'à avril cette année pour cibler les enfants entre 12 et 59 mois, avec donc diverses sessions d'atteinte pour atteindre ces enfants. Les antigènes approuvés étaient les vaccins Penta, 3 doses, BOPV 2 doses, B 2 doses et PCV 1 dose. Également le vaccin conjugué pneumocoque, donc qui était d'une dose. Donc, nous avons travaillé sur 30 États. Vous pouvez voir, nous avons fait diverses campagnes. Il y a eu une première manche en décembre 2024, ensuite une deuxième en février à mars et une troisième en avril. Nous avons dû prendre la population cible que nous avons essayé d'atteindre sur les États près des rivières, donc, était de 280 000 enfants. C'est environ 65%. Et la cible du grand rattrapage
C'était les enfants zéro dose. Les enfants du grand rattrapage ont essayé d'atteindre 65% donc, de ces enfants, c'est-à-dire 182 000 enfants. Alors que dans l'État de Bauchi, la population était de 38 773 enfants et la cible du grand rattrapage était de 25 202 enfants. Donc, pour l'étude de cas du grand rattrapage, nous avons sélectionné 3 gouvernements locaux par État. Donc, dans ces zones, il y a bien sûr différents facteurs, hein. Les études de cas du grand rattrapage dans l'État de Rivière hein, ont été menées par Andoni, Boni et pour Harcourt, hein, alors que dans l'État de Bauchi, nous avons ciblé les zones Bogoro, Kirfi et Misao. Nous avons dû travailler avec le gouvernement local de Misao pour, pour pouvoir comparer les activités et avoir également le résultat. Maintenant, regardons l'engagement de la communauté, la planification de l'engagement de la communauté. Nous avons fait de la supervision en temps réel. Nous avons, nous, nous avons supervisé les enfants zéro dose et nous avons visé à institutionnaliser le grand rattrapage dans les pays. Nous avons appris certaines leçons importantes, donc améliorer par exemple les structures gouvernementales qui existent hein, pour assurer une meilleure stabilité, une meilleure intégration avec les services de routine. Nous avons également des collaborations très fortes avec les gouvernements, avec les partenaires et avec les communautés. Pour atteindre le succès que nous avons eu, nous avons fait de la microplanification, du grand rattrapage, une cartographie, un engagement actif des communautés pour identifier les enfants zéro dose que nous avions manqué par le passé. Nous avons fait une planification des systèmes d'allocation. Nous sommes basés sur les besoins des institutions, sur les besoins des installations de santé. Nous avons engagé les groupes communautaires dans la planification. Nous avons engagé les leaders traditionnels et religieux dans la micro-planification. Nous avons créé un dialogue communautaire hein, avant l'immunisation et pendant l'immunisation. Et ça nous a permis d'aller au-delà des barrières sociales et culturelles. Nous avons également une stratégie multiple hein, en utilisant des méthodes fixes pour pouvoir atteindre diverses personnes et différents groupes communautaires, hein. Nous avons eu des groupes de mère à mère qui nous ont permis d'atteindre ces enfants. Il y a également quelques postes fixes, par exemple, les centres locaux ont dû ajuster leur timing, continuer par exemple parfois très tard la nuit quand les personnes qui travaillaient dans les activités de ferme revenaient ou les personnes qui travaillent sur les marchés, juste pour accommoder les gens et s'assurer que tout le monde puisse être vacciné. Il y avait également des sessions très tôt le matin. Et tout ça, c'était pour aller au-delà des obstacles à l'accès. Nous avons utilisé également des rappels dans la communauté pour éviter que les gens n'oublient, parce que ça, c'était finalement un des obstacles principaux à l'immunisation des enfants. Et il fallait également les motiver. Enfin, il y avait les réunions quotidiennes où où nous réfléchissions aux problèmes tous les jours, hein, tous les soirs. Et enfin, pour la supervision des activités du grand rattrapage, nous avions une collecte des données en temps réel qui utilisait Google Sheets pour, et qui nous fournissait immédiatement avec des données quotidiennes et qui nous permettait de faire des ajustements quotidiens directement sur le terrain.
Nous avons également pu, grâce à ça, établir un contrôle qualité et nous avions une liste de vérification qui a facilité une supervision systématique de l'assurance qualité. Donc, quelles sont les causes principales, hein, des enfants zéro dose au Nigeria? Parfois, s'il y a des barrières persistantes et interconnectées qui contribuent aux enfants zéro dose, ce qui fait par exemple la pensée et ce qu'ils pensent, par exemple, ils ont de lacunes de connaissances, ils ont des idées fausses, ils ont peur qu'il y ait ces effets secondaires dus à l'immunisation après la première dose. Par exemple, s'il y a eu des problèmes après une dose, les mères ne veulent pas ramener leur enfant. Parfois, tout simplement, le parent oublie ou parfois, il se concentre sur les enfants alors que les adultes n'ont pas de soins de santé de routine et ne comprennent pas bien pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de pousser pour les vaccins. Il y a également les raisons sociales, les croyances religieuses, le fait que les parents, les beaux-parents n'approuvent pas, les problèmes dans la communauté, qui font qu'il y a eu des équipes dans certaines communautés qui n'ont pas pu atteindre certains endroits. Il y a également les modes de vie nomades qui est toujours prévalent dans certaines parties des communautés. Nous avions eu des problèmes pratiques également, comme les défis au niveau géographique. Il y a des zones qui sont difficiles à atteindre. Il y a également les coûts de transport qui sont des zones qui sont difficiles à atteindre par transport. Par exemple, il y a des rivières et c'est pas facile de les atteindre. Il y a aussi l'attitude parfois des, des travailleurs de la santé. Parfois, il faut également attendre très longtemps. Donc, qu'est-ce que le Nigeria ferait différent si on planifie à nouveau pour le grand rattrapage? Donc, ce serait de faire un nouveau design, une nouvelle conception pour que le grand rattrapage soit institutionnalisé de façon permanente, intensifier les services qui font partie du gouvernement, avoir un financement durable, renforcer les systèmes de santé, engager la communauté et avoir des stratégies sur mesure. Donc, il faut que les activités soient intégrées dans les services de routine. On planifie également d'adresser les barrières géographiques pour atteindre les zones plus difficiles. Et enfin, déployer des équipes d'atteinte avec des encouragements, des avantages qui sont appropriés pour qu'ils veuillent aller dans ces endroits difficiles à atteindre. Et il faut également qu'on continue à mettre en œuvre des stratégies qui sont basées sur des données pour adresser les racines de l'hésitation envers les vaccins qui ont tendance à être un problème pour accepter le vaccin, pour adopter le vaccin. Tout d'abord, il faut par exemple des conseils et des stratégies de gestion des rumeurs pour vraiment aller à l'encontre des fausses idées. Il faut un engagement durable avec les leaders des communautés et des sessions de dialogue fréquentes pour adresser les mythes et les idées fausses. Et enfin, on doit arriver vers des programmes communautaires de confiance et intégrés et des messages sur mesure pour certains groupes qui sont résistants, qui contribuent donc à ces enfants zéro dose. Il faut également engager et formaliser les groupes de ressources communautaires, hein, comme nos groupes de ressources maman à maman, les pères pour la bonne santé. Donc, malgré l'absence d'une institution formelle et de plans et de politiques d'institutions formelles, on voit qu'il y a il y a des choses prometteuses, mais cependant, les participants ont identifié des barrières, des obstacles systémiques à atteindre l'institutionnalisation des activités du grand rattrapage. Donc, on doit planifier d'intégrer les activités de grand rattrapage des deux États afin de les incorporer dans un plan opérationnel annuel, s'assurer de la contribution financière du gouvernement
et positionner les activités de rattrapage comme des efforts de routine, pas comme une activité de campagne, comme nous avons vu ici dans certaines de ces citations. Un des grands défis ou une des grandes inquiétudes, déjà, il y a les obstacles aux activités de rattrapage, comme l'absence d'une politique formelle pour continuer ce grand rattrapage. Nous n'avons pas de cadre de travail pour intégrer ce grand rattrapage aux activités de routine. Il n'y a pas de stratégie et il y a des problèmes également de coûts logistiques. Et les efforts communautaires ne sont pas durables s'il n'y a pas un certain système de compensation. En particulier en ce qui concerne les travailleurs de la santé, il y a également des lacunes, comme par exemple un équipement qui est inadéquat, comme on a vu dans certaines institutions de santé, des défauts de stratégie de communication, l'incertitude sur le financement continu. Les diapositives suivantes, si vous voulez, ça bouge pas. Ok, là, les opportunités d'institutionnalisation incluent intégrer le rattrapage, une intensification périodique et intégration des activités dans les services de santé de routine, des, une meilleure structure communautaire et étendre notre système également, les investissements au système à la chaîne d'approvisionnement et également en personnel. Car nous avons entendu des échos et nous avons réfléchi à ce qu'il allait falloir faire pour atteindre des enfants zéro dose régulièrement. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est un financement durable, non seulement pour les services, non seulement pour les transports, également pour les activités de mobilisation de la communauté, comme une éducation continue sur l'importance des vaccins et sur les effets secondaires de l'immunisation. Euh, il faut qu'il y ait un dialogue communautaire pour aller à l'encontre des idées fausses. Nous avons également, devons investir dans les systèmes de santé pour qu'il n'y ait plus autant de lacunes au niveau du personnel de santé et qu'il y ait de l'aide au niveau de la chaîne d'approvisionnement des vaccins. Il faut s'ajuster également aux réalités et au calendrier sur le terrain. Il faut également un mécanisme de suivi et ça veut dire qu'il faut une éducation au niveau central et au niveau du terrain. Nous devons avoir des données en temps réel. Nous avons des systèmes qui montrent des données en temps réel. Et enfin, il faut un porte-à-porte, un suivi porte-à-porte dans la communauté pour le calendrier vaccinal. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, docteur Okeke. Merci beaucoup d'être arrivé en dernière minute pour nous parler des résultats et des conclusions du Nigeria. Et sur ce, maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Ahmed Maki du Pakistan, qui va nous présenter les résultats de l'étude de cas du Pakistan. Euh, et voilà, c'est à vous. Oui, bonjour tout le monde. C'est Ahmed Maki. Je représente le Centre de la recherche économique au Pakistan. Nous sommes un consortium. Nous avons effectué cette étude au Pakistan ensemble. Pendant 8 minutes, je vais vous résumer donc les conclusions que nous avons. Je vais essayer de rester bref, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire et nous y répondrons pendant les questions et les réponses. Donc, pour parler rapidement de l'immunisation au Pakistan, le Pakistan, c'est un gros pays avec presque 241 millions de personnes. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'enfants zéro dose, environ 400 000 enfants qui sont zéro dose au Pakistan et des millions d'enfants qui sont sous-immunisés.
Nous avons fait une évaluation. Vous pouvez voir hein, dans la province du Punjab ici qui est en vert. Donc, nous avons réussi à atteindre 80 à 100% des personnes. Euh, Nous avons au SINF, nous avons entre 50 à 80%, si je vois correctement. Donc, il y a des données très contrastées. Donc, au Pakistan, nous avons étendu notre programme d'immunisation national qui existe depuis 1918. Et la mise en œuvre du grand rattrapage, nous l'avons commencé en mars 2024. Il y a eu une réunion du groupe de travail national. Et enfin, ensuite, nous avons étendu cela aux provinces et aux districts. Nous avons dû faire la planification. La planification s'est tenue entre avril et août 2024. Et enfin, nous avons commencé le premier grand rattrapage en octobre 2024. Donc, trois apprentissages que nous avons tirés. Donc déjà, c'est très important d'avoir une planification très détaillée. La première partie, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est qu'il fallait prendre responsabilité au niveau national, ensuite au niveau du district, ce qui voulait dire que, que les instructions que nous avions ont été très solides, très robustes, qu'il y avait une supervision très, très robuste des Allemands par des agents seniors. Tout a été, tout a été vraiment fait par un modèle très détaillé au niveau des provinces, au niveau du district et au niveau des institutions de santé également. La deuxième, la deuxième partie, ce que nous avons fait, c'est que nous avons eu différentes perspectives. Donc, tout d'abord, nous avions, nous avions des cibles dérivées qui n'étaient pas complètement alignées au niveau des districts. La corrélation n'était pas complètement en corrélation avec notre planification. Donc, les, en particulier au Pakistan, nous avons réalisé que nous devions davantage cibler. Et donc, pour ce, nous avons dû réviser nos cibles. En, les provinces, par exemple, utilisaient leur propre micro-planification. Et il y a des personnes qui arrivaient, des personnes qui partaient. Et la population zéro dose changeait du mois au mois. Donc, il y avait une nouvelle cible à chaque fois. Donc, nous avons dû adopter une approche très dynamique. Et la troisième chose, enfin, c'est la mobilisation et l'atteinte. Donc, nous avons trois parties. D'abord, la mobilisation qui était très appréciée. Les vaccins ont été fournis après qu'il y ait une mobilisation au niveau de la société. Le Pakistan a des sites fixes et des sites mobiles. Les personnes qui fournissent les vaccins ont enfin, la deuxième partie. Pour atteindre plus de gens, il faut avoir plus de personnes qui vaccinent. Et au Pakistan, nous avons eu des problèmes avec ça. Donc, euh, nous avions eu des lacunes, nous n'avions pas suffisamment de personnes qui vaccinent. Donc, le gouvernement est actuellement en train d'essayer de répondre à cette lacune, justement, de façon dynamique, avec des sessions du soir, avec également plus d'assistance au transport pour aider les personnes qui vaccinent. Donc, on essaye de répondre à cette lacune. Essentiellement, donc, ce sont nos apprentissages. En plus de cela, nous avons trois parties ici. Donc, au Pakistan, nous avons pu officiellement introduire le groupe d'âge plus âgé dans la planification, dans la mise en œuvre. Certaines provinces ont fait de très gros efforts et ont révisé leur stratégie. Donc maintenant, ils comprennent bien comment vacciner différents groupes d'âge. Ils savent quel vaccin donner à quel enfant. Donc officiellement,
Le Pakistan est maintenant bien équipé pour vacciner les enfants plus âgés et c'est une chose très positive que nous avons appris du Punjab et du Sindh, c'est que maintenant nous avons pu compléter ces campagnes de grand attrapage et nous ne et ne pas refuser les enfants qui sont de 2 à 5 ans. Si l'enfant a de 2 à 5 ans, maintenant, il est vacciné. Donc, le groupe est maintenant officiellement intégré. Ce n'est pas mis en œuvre de façon systématique. Ça dépend un peu du vaccin disponible, hein. Mais le service, en tout cas, peut gérer ce groupe d'âge. Donc, nous avons étendu cela. Nous avons vu que les provinces utilisaient des groupes WhatsApp également ou Google Sheets pour enregistrer les données pour les groupes plus âgés. C'est un système que nous n'avions pas au départ pour le groupe plus âgé. Mais plus tard, nous avons vu que pour le Punjab et la province de Sindh, nous avons pu combiner ça pour le groupe d'âge plus élevé. Le Pakistan va maintenant introduire les vaccins pour les 2 à 5 ans à nouveau. Et nous avons étendu notre micro-planification également. Donc, les vaccinateurs, les mobilisateurs sociaux, les officiers, les agents des districts ont de fait appris à intégrer les groupes plus âgés. Par exemple, même pour la campagne contre la polio, ils savent comment gérer les données, ils savent comment gérer les données vaccinales. Donc, ils ont été officiellement fermés, ils ont officiellement appris comment développer des cibles pour ces groupes plus âgés. Et enfin, ce que je vais faire en moins d'une minute maintenant, c'est les perspectives de leadership et des agents de district, hein. Comment intégrer le grand attrapage dans la livraison de services de routine, des services de santé de routine. Ça peut être utile, mais ça ne doit pas être fait comme une campagne séparée. Ça doit être intégré dans les activités d'immunisation régulières. Plutôt que d'avoir des campagnes séparées, il faut vraiment que ce soit intégré dans le système d'immunisation. Que ce soit pas il faut également prendre en compte les mobilisateurs sociaux. Il n'y a pas de campagne séparée. Deuxièmement, au niveau des administrateurs de district, ce sont les personnes qui vont de fait mettre les choses en œuvre au niveau des districts et ils ont pointé certaines parties du problème, certains obstacles, qu'il fallait plus de supervision, qu'il fallait mieux monitorer. Et pour vacciner les enfants entre 2 et 5 ans, il faut donc plus de soutien, il faut plus de ressources. Et enfin, les vaccinateurs, les personnes qui font les vaccins, ils ont apprécié l'assistance qui leur a été donnée dans la campagne et ils ont reçu un soutien à la mobilisation sociale qui n'est généralement pas si disponible pour les vaccinateurs hein, sur leur site. Mais pendant la campagne du grand attrapage, ils ont reçu ce soutien, donc ils ont pu atteindre leurs objectifs, ils ont pu vacciner les enfants de 2 à 5 ans, donc ils ont vraiment apprécié l'assistance et ils ont pu vacciner plus d'enfants. Donc voilà les perspectives principales des différentes parties prenantes et je crois que c'est à peu près tout pour moi. Merci beaucoup, Maki, de nous avoir parlé des conclusions du Pakistan. Et maintenant, nous allons passer la parole à la Tanzanie, où le professeur Stéphane Mchana va présenter les résultats de leur travail. Professeur Mchana, c'est à vous. Oui, merci, Daniela. Je vais présenter les conclusions de l'équipe en Tanzanie. Donc, je vais résumer les conclusions de l'étude de cas de la Tanzanie. En Tanzanie, qui est un grand pays, le programme d'immunisation contient 9 vaccins
qui couvre 14 maladies qui sont évitables par vaccin. Et en 2021, le nombre de districts couverts par le DTP3 est tombé de 90%, donc de 170 des districts à 144 en 2021. Et le nombre de districts en dessous de 80% a augmenté de 8 à 20. Et donc, nous sommes passés à un total sur un total de 5 152 180 enfants, zéro dose. Donc, nous avons dû mettre en œuvre le grand rattrapage. Donc, il y a eu trois parties. Et ça a été fait dans plusieurs régions de Tanzanie, 7 régions sélectionnées et 16 districts qui ont été impliqués. Donc, cette étude de cas a enquêté sur 281 travailleurs de la santé et 976 personnes qui s'occupent des enfants et 61 installations de santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire différemment si on avait l'occasion de faire ces activités de grand rattrapage à nouveau? Donc, ce qu'on a vu, c'est que ce n'était pas exhaustif et qu'il y a un engagement qui n'était pas vraiment optimal au niveau infranational. Il y a eu des lacunes au niveau de la coordination et ça a été donc difficile de mettre le programme en œuvre. Donc, il faut réviser les processus pour s'assurer du succès du programme. Mais également, pendant la mise en œuvre, il y a eu des données qui n'ont pas été identifiées dans les temps. Donc, il n'y a pas forcément eu de données sur le calendrier vaccinal, sur les installations de santé, sur les cibles du vaccin. Donc, nous n'avions pas forcément les données dans les temps. Il y a eu également des différences entre les cibles atteintes entre les cibles et les enfants vraiment atteints par le Penta 1. Et donc, nous avons dû remédier à cela avec des activités de rattrapage. Il y a eu également des différences au niveau des données et ces variations ont vraiment été dues à la variabilité de la disponibilité et de l'utilisation de la fonctionnalité des outils de collecte de données. Nous avions un programme, un outil qui a été pilote dans certains districts de Tanzanie afin de suivre justement le niveau de vaccination individuelle. Et c'est quelque chose qui pourrait être institutionnalisé. On pourrait faire ça différemment à d'autres moments. Enfin, la révision des stratégies nationales. Nous avons eu certains problèmes au niveau de la stratégie pour atteindre les enfants vaccinés et non vaccinés. Et nous avons dû considérer certains paramètres, comme par exemple les problèmes au niveau des ressources humaines. Tout ça, ça n'avait pas été vraiment bien considéré au début des activités. Il y a des facteurs qui n'ont pas bien été bien pris en compte. Et des choses qui peuvent être vraiment faites de façon différente si on allait faire les choses à nouveau. Globalement, nous devons nous assurer d'avoir des cibles qui sont réalistes et une supervision qui doit être faite dans les temps, vraiment pour adresser les problèmes. Steven? Oui, la diapositive ne bouge pas.
Ah, votre vidéo est gelée, mais on vous entend quand même si vous voulez avancer. Donc, l'institutionnalisation, il faut améliorer l'engagement communautaire pour améliorer la détection et le renvoi des enfants vers des spécialistes quand ils sont zéro dose ou sous-vaccinés. Il faut que ça soit formalisé parce qu'il y a eu des problèmes également pour atteindre ces enfants et en plus de rattraper ces enfants zéro dose, il faut inclure et réviser la stratégie nationale. Pour ce, il faut faire une micro-planification, avoir certaines stratégies pour atteindre ces enfants. Et ça, ce sont des choses qui vont être considérées. Et pour ça, mais pour cela, il faut qu'on ait davantage de fonds qui sont alloués pour s'assurer d'atteindre ces enfants. Mais le problème que nous avons, c'est la formation. Donc, il faut une meilleure formation plutôt que de se concentrer sur un seul vaccin. Il faut s'assurer de pouvoir atteindre les enfants avec des travailleurs de la santé qui sont formés. Ok, je crois que la vidéo du professeur a été déconnectée, donc je vais prendre cette opportunité en attendant qu'il se reconnecte de vous donner une chance de réviser un petit peu ce dont il parlait aujourd'hui. C'est de fait, il y a des problèmes d'institutionnalisation, du grand rattrapage au niveau des divers conseils, il y a des problèmes d'allocation des fonds, il y a des problèmes pour financer l'intensité qui est nécessaire pour que le grand rattrapage soit intégré aux soins de routine et le fait que nous devons également nous appuyer sur la planification des conseils séparés. Les... Il y a eu une estimation de certaines doses en 2025. Les outils de données ont été mis à jour pour suivre les enfants au-delà de l'âge de vaccination et ils ont été groupés maintenant sous moins d'un an et plus d'un an. Et en commençant en début 2025, le système de gestion des vaccins a été révisé pour enregistrer les vaccins au niveau de l'âge cible. Pour atteindre ces enfants, il faut se concentrer sur la conscience, la prise de conscience communautaire, également micro-planification, également suivi des données et un suivi général. Et de la part du professeur de Chana, je vais remercier toute l'équipe qui a fait tout ce travail en Tanzanie. Donc, j'espère que le professeur Anchina va pouvoir. Ah, je vois qu'il nous rejoint à nouveau. Alors, peut-être qu'il sera quand même là pour les questions et réponses, mais maintenant, je vais passer la parole au Yémen. Donc, docteur Sheikh. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée tout le monde, où, où que vous soyez. Je suis docteur Sheikh du Yémen. Je veux vous présenter notre étude de cas du grand attrapage au Yémen. Euh, donc, nous avons divisé cela en trois parties. Donc, l'immunisation a été très faible de 2019 à 2024. Nous avons eu une chute de l'immunisation de routine pour la plupart des vaccins. Donc, au Yémen, nous avons eu beaucoup d'enfants des zéro doses. Donc, il y a eu des épidémies également de diphtérie, de choléra, de polio. Donc, le grand attrapage peut nous aider à faire diminuer ces lacunes au niveau immunitaire.
dans le pays. Nous avons commencé cela en septembre 2024 et la couverture est toujours faible, hein, mais il y a une amélioration. Donc, jusqu'en juillet, nous avons fait ces activités du grand tabac jusqu'en juillet 2025 sur les enfants entre 12 et 59 mois. Et nous avons vu que nous avons atteint les enfants de façon diverse, 7% pour Fanta 1, 3,6% pour Fanta 3, 18,2% pour MCV 2, ça c'est au niveau national. Mais nous avons vu des différences également selon les régions. Donc, nous avons pu améliorer cela à plus de 10% sur la plupart des vaccins et 25% pour MCV2. Donc, il y a des zones spécifiques, hein, où il y a des zones où l'atteinte est vraiment très, très faible, hein, euh, comme la zone d'Abian, par exemple. Le grand attrapage utilise principalement des installations de santé qui sont fixes, hein, et des équipes mobiles. Donc, nous avons vu qu'une planification taille unique, une planification unique ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment, pour la mise en œuvre, hein, une micro-planification. Et pour la mise en œuvre, c'est très difficile de donner des vaccins multidoses dans une campagne de rattrapage. C'est plus facile pour la rougeole et la rubella, mais il faut que ce soit intégré dans le système de routine. Pour les enfants zéro dose, c'est important. C'est important de ne se concentrer que sur plus que les vaccins. Il faut que des réseaux communautaires des confiances. Il faut résoudre les obstacles à l'accès de façon permanente. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon différente? Intégrer le rattrapage dans les activités de routine continue du départ, pas dans une campagne séparée. Il faut préparer les communautés hmm, avant chaque campagne. C'est très important. C'est très important parce que sinon la communauté n'aura pas une bonne couverture. Il faut vraiment intégrer le grand rattrapage dans la stratégie nationale d'immunisation. Ce que nous avons fait maintenant, nous avons intégré ça dans la stratégie de mission 2025 à 2029. Ça fait partie de la politique. Et nous sommes en train d'établir un organe de gouvernance dédié à cela, une tâche nationale, hein, ou un comité de conseil qui va superviser les initiatives de grand rattrapage et s'assurer de l'intégration avec l'immunisation de routine, s'assurer également d'avoir des procédures opérationnelles pour les activités de rattrapage qui sont intégrées dans les procédures de routine, comme par exemple l'admissibilité, les calendriers, l'algorithme, utiliser les plateformes de routine, d'immunisation de routine euh, pour pouvoir, pour pouvoir intégrer les zones du grand rattrapage. Et également, il faut mettre à jour nos outils d'enregistrement et de rapport, en incluant ainsi les données du grand rattrapage dans les systèmes d'information d'immunisation de routine. Quels sont donc les défis, les obstacles? Ce sont les conflits actuels, hein, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les financements insuffisants, Nous avons actuellement des financements de Gavi et de l'UNICEF, mais dans le futur, nous avons Nous avons également un certain manque de personnel. Nous avons des problèmes de chaîne du froid. Ce qui est important également, c'est les lacunes entre le financement et les périodes de financement. Nous avons également des données qui sont fragmentées et de faible qualité. En particulier dans
Nous n'avons pas forcément de données récentes, nous avons des données qui sont anciennes et ne prend pas forcément en compte le déplacement de la population, les opportunités d'intégrer ce rattrapage aux activités. Nous avons également un bon réseau communautaire. Nous avons un très bon réseau communautaire de 50 000 personnes pour identifier les enfants zéro dose et les enfants sous-immunisés, qui peuvent jouer un rôle très important donc, pour tracer ces enfants zéro dose et les mener à la vaccination. Utilisation d'un carnet de vaccins électronique pour également suivre les enfants zéro dose, les, pour que les personnes qui s'en occupent puissent justement suivre leur vaccin. Merci beaucoup, Dr. Cheng. Merci, Dr. Chef, et je voudrais remercier toutes les équipes d'avoir partagé avec nous leurs conclusions. Ce sont des études de cas qui sont très riches. On en voit à peine un aperçu. Je vais essayer de synthétiser ici un petit peu certains des apprentissages entre les pays et des réflexions au niveau mondial. Et je vous encourage à lire également les rapports individuels des pays ainsi que le rapport mondial. Donc, des leçons dont on doit des apprentissages, les réussites du grand attrapage, des enfants qui auraient normalement été manqués ont reçu au moins une dose de vaccin manqué. Donc, combien de ces enfants, quelle dose, quel vaccin, ça varie selon les contextes. Le grand attrapage et le rattrapage en général est bien reçu par les parties prenantes et le grand attrapage fournit une opportunité de planification plus engagée et de mise en œuvre sur tous les niveaux du système de santé. Une des choses importantes qu'on a entendues dans divers pays, c'est que les points de départ entre les cibles n'étaient pas alignés entre les niveaux mondial et local. Et ça, c'est parce qu'il y a des cibles différentes, des cibles qui évoluent, et ça veut dire qu'il y a des explications, des narratifs qui sont compliqués pour expliquer ce qui a été atteint, les progrès atteints ou non. Des progrès ont été faits dans les facteurs favorables au système pour le rattrapage, par exemple les calendriers de rattrapage, les procédures opératoires, les matériaux de formation. Tout ça, ce sont des facteurs favorables qui existent encore. Des leçons d'apprentissage. Tous les sites d'études de cas utilisent des campagnes en plusieurs étapes. C'était pas forcément la recommandation, mais c'était une approche familière qui s'alignait avec les cibles ambitieuses et les calendriers rapides associés avec le grand rattrapage. Nous avons vu que le système avait des variations et une flexibilité diverses entre les moniteurs et patients. Par exemple, fixe, mobile, atteinte, différents moments de la journée, des sites particuliers, aller de porte à porte, aligner les sessions avec les activités agriculturelles, réviser le plan d'administration des antigènes. Donc, nous espérons que cela ce sera mis en œuvre à différents niveaux. Nous avons vu également qu'il y avait des systèmes qui n'étaient pas, qui ne fonctionnaient pas pour le grand attrapage. Euh, des, Par exemple, des outils qui n'étaient pas disponibles en quantité suffisante ou qui n'étaient pas dans la bonne langue. On a vu qu'il y avait, par exemple, parfois, ils ont utilisé la coordination d'autres initiatives pour améliorer l'adoption. Par exemple, offrir d'autres services de vaccins, offrir des avantages financiers ou alors une réponse à une épidémie. Et maintenant, ce qui est important ici pour le futur, hein, c'est que malgré les progrès qui ont été faits côté système, on doit encore gérer des obstacles qui étaient avant le grand rattrapage, en particulier, par exemple, au niveau du financement. Il faut améliorer la prise de confiance, également intensifier les efforts. Certains de ces problèmes vont devenir un petit peu plus évidents alors que vous commencez à institutionnaliser le grand rattrapage. Par exemple, la distribution du vaccin. De même, mettre en œuvre, mettre à jour les micro-planifications, ça peut être très compliqué à faire. Il y a
problème de durabilité, mais on peut intensifier, par exemple, ça peut être difficile d'intensifier pour atteindre certains enfants. Il faut travailler de plus près avec les communautés. On entend parler de ça beaucoup, avec un meilleur calendrier, avec une meilleure atteinte, pour pouvoir aider non seulement les vaccins dans les temps, mais également les vaccins de rattrapage là où c'est nécessaire, mais également avec les ressources disponibles. Et enfin, décentraliser. Ça va être important maintenant, en particulier avec des changements. Va falloir donner plus d'attention dans en particulier avec certains gouvernements. Il va y avoir un plus de besoins au niveau de ressources pour la programmation. Et sur ce, maintenant, je voudrais passer la parole aux questions et réponses. Donc, s'il vous plaît, je demande à tout le montateur si vous pouvez mettre votre vidéo et je vais passer la parole à mes collègues qui sont en train de gérer le chat et les questions et réponses. Et je vais leur demander de nous aider à naviguer cette conversation. Je gérais la partie présentation, mais je ne pouvais pas regarder aussi les questions et réponses. Donc, j'espère qu'il y a déjà eu des réponses à certaines questions. Je vois qu'il y a une question pour le Cameroun, par exemple, sur la stratégie du Cameroun. Une question sur le Yémen et sur l'intégration et voir ce que ça veut dire dans ce contexte particulier. Sur ce, donc, je vois qu'il y a déjà eu des réponses à certaines questions. Est-ce qu'on va partager? Oui, nous allons partager la présentation. Déjà, je vais parler à l'équipe du Cameroun, donc Victoria. Merci, Madame Daniela, pour la parole. Madame Ariel parle de la stratégie délit de fuite. Je crois que c'est un peu une incompréhension. C'était plutôt la stratégie Hit and Run. Hit and Run qui a été mobilisée dans les zones de conflit et plus précisément à haut risque, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En quoi consiste cette stratégie? Il est question de mobiliser une équipe solide, une équipe mobile solide, incluant à la fois l'équipe de vaccination elle-même, mais aussi des leaders locaux et ou les forces de sécurité pour aller vacciner rapidement le maximum de personnes possible dans une zone à haut risque d'insécurité et repartir. La particularité de cette stratégie est laquelle? Elle requiert la présence de ressources humaines locales parce qu'on doit connaître les populations qui viennent vacciner, mais aussi et surtout un temps de vaccination très court et limité pour minimiser l'exposition au danger. Toutefois, avant toute descente sur le terrain, une mobilisation communautaire est requise pour se rassurer de toucher le maximum de personnes possible. Merci. Merci beaucoup, Victoria, de nous avoir expliqué cette stratégie dans les zones de conflit. Donc, essayer de recueillir autant d'enfants que possible, de les vacciner et ensuite de partir le plus vite possible pour limiter les risques pour les personnes qui fournissent les vaccins. Donc, il y a une question ici sur l'intégration justement des facteurs favorisants. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus, par exemple, sur les vaccins Penta et HPV? Pourquoi est-ce qu'ils étaient plus difficiles à livrer que d'autres? Oui, donc au niveau des vaccins injectables, nous avons vu qu'après avoir donné l'injection, certains enfants plus âgés av- avaient les travailleurs de la santé n'étaient pas bien formés. Donc, quand il n'y a pas d'explication, par exemple, sur un vaccin, qui ne donne pas l'explication exactement comment gérer les effets secondaires, alors les personnes qui s'occupent des enfants ne veulent pas revenir.
C'est un manque de connaissances sur comment informer les parents, les personnes qui s'occupent des enfants. Donc, c'est compliqué de les convaincre, d'accepter le vaccin. Donc, il faut une meilleure formation. Il faut beaucoup plus de formation sur les travailleurs de la santé en particulier. Et il faut les former sur la façon d'expliquer justement aux parents les effets secondaires, hein. Parce que si l'enfant, par exemple, a du mal à bouger, après le vaccin, le parent ne va pas revenir, hein. Ça, c'est un problème, en particulier sur les enfants, pour les enfants plus âgés. Et ça, c'est parce que les vaccinateurs, les personnes qui fournissent les vaccins, n'ont pas toujours vraiment les informations nécessaires, hein, pour répondre aux inquiétudes. Donc, par exemple, il faut également intégrer cela à la santé infantile, à la santé maternelle, et il faut intégrer aux différents problèmes de santé pour pouvoir référer les enfants qui ne sont pas vaccinés au centre de vaccins. Et oui, la couverture est faible, la couverture est faible, mais nous avons vu des améliorations et nous avons vu une meilleure adoption jusqu'en juillet 2025, hein. Et nous avons planifié également, nous avions également fait d'autres manches d'autres étapes en août. Mais ce qui est plus important, c'est d'inclure cela dans notre stratégie d'immunisation générale. Il faut vraiment intégrer les outils du grand rattrapage dans le système. Il faut renforcer le système de routine à l'avenir, afin de pouvoir justement également renforcer la formation des professionnels de la santé et améliorer l'éducation des personnes qui s'occupent des enfants, des parents. Il y a une question dans le chat également que j'aimerais diriger au professeur Chana ou à Monsieur Maki. Euh, c'est sur les personnes qui s'occupent des enfants, les parents, une fois qu'ils ont vécu le grand attrapage. Qu'est-ce que vous avez entendu de leur part des groupes de focus, par exemple, sur les méthodes qualitatives, quantitatives? Qu'est-ce que vous avez entendu une fois qu'ils ont vécu le grand rattrapage? Oui, merci, Daniela. Donc, du côté des parents, donc il y a maintenant une confiance qui s'est améliorée. Il y a eu quelques plaintes sur l'injection, mais l'adoption a été quand même assez élevée. Mais il y a eu une amélioration quand même des services. Il y a beaucoup de flexibilité au niveau des services de vaccination. Le but de ces services, on ne veut pas leur dire, par exemple, ils ne veulent pas entendre, oh non, aujourd'hui, on ne vaccine pas, par exemple. Ils ne veulent pas entendre beaucoup parler. Ils ne veulent pas. Voilà, ça, c'est un gros problème. Donc, ce sont des opportunités qui peuvent être utilisées dans le cadre du programme. Donc, c'est une opportunité vraiment pour les systèmes de santé de s'assurer d'une amélioration des services. Donc, voilà, c'est le résumé pour la Tanzanie. D'accord, merci très bien. Donc, il y a définitivement une demande de la part, il y a certainement une demande de la part des familles et du Pakistan. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, donc quand on a parlé
aux parents, aux personnes qui s'occupent des enfants, oui, ils étaient intéressés. L'échantillon que nous avons eu n'incluait pas beaucoup de personnes, des parents qui s'occupent d'enfants zéro dose. C'est pas tellement ils se disent je veux celui-là ou pas celui-là. C'est tous les vaccins ou aucun vaccin en général. Donc ceux à qui on a parlé en général sont très bien disposés. Et, docteur Nkeke, si vous pouvez nous entendre. Oui, donc nous avions une question de la part du public sur les parents. Les parents qui ont reçu le grand drapage, est-ce qu'ils veulent plus de vaccins après cette expérience? Oui, oui, parce que qu'il y ait plus de communication. Donc, effectivement, certaines des informations et des problèmes de confiance ont été résolus. Donc, maintenant, ils veulent bien venir faire vacciner. Donc maintenant, quand les parents viennent, c'est plus une surprise. Bon, ils connaissent le système, hein. Donc quand ils viennent pour la première fois, par exemple, qu'ils apportent leur enfant pour la première fois, hum, ils ne veulent pas forcément revenir pour les doses, mais c'est soit les parents ne veulent pas venir du tout, et ce qui fait que plus d'enfants zéro dose, mais après le grand rattrapage, maintenant, les gens sont beaucoup plus disposés. Il y a eu une meilleure stratégie de communication. Les messages sont passés. Les travailleurs de la santé ont été formés à améliorer leurs attitudes. Donc, les gens sont mieux disposés, oui. Merci. Mhm. Donc, maintenant, on va faire un petit sondage rapide pour les gens qui viennent, qui nous ont rejoints. Donc, à quel point est-ce que les conclusions qui ont été tirées ici répondent également à votre expérience, correspondent à votre expérience? Est-ce que très bien, pas bien du tout? Ce sont les études de cas, donc on sait que les conclusions ne vont pas être généralisées, mais on espère que certaines de ces leçons sont transférables à d'autres contextes pour pouvoir apprendre des leçons de ces expériences diverses. Donc, je vais vous donner quelques secondes. Et donc, je voudrais prendre cette opportunité alors que vous votez, parce que quand nous allons avoir quelque chose en profondeur, et quand je parle en profondeur, on va avoir des pages d'études de cas individuelles, ainsi qu'un rapport mondial qui a tout type de données pour vous montrer ces efforts, comment ils ont été planifiés, supervisés dans divers pays, qu'est-ce qui se passe avec l'institutionnalisation, quels sont les facteurs sur le long terme, et comment est-ce qu'on peut adresser ces problèmes. Donc, je ne fais pas ça pour avoir des biais. Je vais supposer que toutes les personnes qui voulaient répondre, hein, donc en seulement 45% d'entre vous ont répondu, donc je vais supposer que ce n'est pas biaisé. Donc, je sais que c'est un bon reflet. Je vais fermer le sondage maintenant et je vais passer la parole à Stéphanie Schendel. Ok, Stéphanie, tu devrais maintenant avoir contrôle de l'écran, donc c'est à toi. Merci beaucoup, Daniela. J'ai pas l'impression que ça marche. Ah si, merci. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde à nouveau pour ces fantastiques présentations aujourd'hui. C'était également ma première fois d'écouter le debriefing sur certains de ces études de cas. Donc, je suis ravie. Je suis aussi là comme public et je suis vraiment très encouragée de voir les conclusions fantastiques. Et ça apporte vraiment beaucoup de clarté. Ça montre à quel point cette initiative a fonctionné au niveau du pays.
Ça va énormément aider, pas seulement pour mieux communiquer l'impact du grand catch-up, mais également pour aider d'autres pays alors qu'on avance vers l'institutionnalisation, la phase de situation de l'année suivante et continuer vraiment à promouvoir l'importance d'établir le grand rattrapage dans le système de rattrapage, dans le système d'immunisation de routine. C'était très encourageant de voir que tous ces pays avaient le fort désir et des recommandations que le grand rattrapage devrait faire partie du système d'immunisation de routine et de pouvoir avoir une vaccination durable, s'assurer que c'est intégré dans le système. Il y a toujours bien sûr des défis et ces défis sont très clairs, ces obstacles sont très clairs dans les conclusions. Ils sont souvent liés aux défis auxquels on est confronté dans les systémisations en général, hein, dans les communautés zéro dose, pour s'assurer qu'on atteint tous les enfants, tous les adultes, et s'assurer que tous les enfants et adultes aient accès aux vaccins qu'ils méritent. Et bien sûr, en termes d'investissement, on a toujours besoin de renforcer les systèmes, mais c'est encourageant de voir qu'il y a une bonne adoption parmi les parties prenantes et que ça doit inclure une vision des vaccins de rattrapage alors qu'on avance vers une approche sur le parcours de vie. Et je voudrais juste m'assurer que vous connaissiez les ressources qui sont disponibles, donc avec l'OMS et avec tous les partenaires d'alliance pour soutenir les efforts pays pour le renversement des systèmes de routine. Nous avons la communauté Grand Rattrapage sur TechNet. Si vous n'êtes pas encore membre du groupe, peut-être que quelqu'un peut communiquer dans le chat. Il y a toutes les ressources, hein. Donc, nous avons une liste de vérification également que nous avons essayé d'intégrer cela dans le système d'immunisation alors que nous avançons. Nous avons une page d'accueil de l'OMS qui est dédiée aux vaccinations de rattrapage et à toutes nos ressources qui sont intégrées dans le système de routine, établir des calendriers, des politiques, tu pouvais tout trouver. Donc les liens sont là. Et si nous avons le temps, je voudrais juste montrer une autre diapositive qui montre certaines ressources. Donc je vais vous mettre, c'est en français pour nos francophones. Mais toutes ces ressources sont disponibles en français, en anglais et dans pas mal de cas dans d'autres langues comme l'arabe, l'espagnol, certaines sont en portugais. Donc n'hésitez pas à visiter le lien sur cette page et à nous contacter pour une aide supplémentaire. Et sur ce, je vais repasser la parole à Daniela. Merci beaucoup Stéphanie. Nous apprécions vraiment le temps consacré par tout le monde. On voudrait également reconnaître le soutien de toutes les parties prenantes du pays qui ont soutenu ces études euh, et également tous les participants à l'étude qui ont donné leur temps au niveau local, au niveau des familles, au niveau des parties prenantes. Et c'est important pour nous de reconnaître que tout notre travail est soutenu grâce à des corporations de développement international ainsi que des agences régionales. Pour ce travail en particulier, nous avons reçu un soutien généreux de la part de Gavi, l'Alliance pour les vaccins. Sur ce, nous vous remercions beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à vous connecter à TechNet. Vous allez tous recevoir, tous ceux qui étaient enregistrés sur le webinaire vont recevoir les diapositives et les enregistrements. Merci et bonne semaine. Au revoir.